Ah, 1997. ChatGPT n'existait pas, Brad Pitt était à ça de devenir moine dans 7 ans au Tibet, les boys bands envahissaient nos 5 chaînes de télé, et moi, je chantais I'm a Barbie Girl dans les rayons du BHV. Je vous laisse imaginer les sourires des passants. J'avais 8 ans et demi et je n'étais pas tout à fait conscient de ce que je disais. Non, ni du fait que le groupe Aqua se moquait ouvertement des bimbos trop parfaites et des canons de beauté de l'époque. D'ailleurs, vous savez quoi ? La si parfaite poupée Barbie ne tiendrait pas debout. Si c'était une vraie personne, son cou trop fin et ses chevilles trop étroites l'obligeraient à marcher à 4 pattes. Pourtant, Mattel l'a vendue à plus d'1 milliard d'exemplaires, comme quoi son succès et sa beauté doivent bien tenir à autre chose. À nos représentations, à la façon dont on la met en scène, et peut-être aussi au fait qu'elle sait soigner un cheval et poser un avion. La beauté serait-elle donc un talent ? À quoi tient-elle ? Est-elle autre chose qu'un nez bien fait, qu'une paire de jambes bien élancées ? Quels sont ses pouvoirs ? Et si, comme pour Barbie, c'était une compétence ? Et si on pouvait devenir beau ? Make sense ? Make sense. Bienvenue dans Make Sense, un saut dans la pop culture pour explorer les questions de société. Un podcast de Schema Business School. Devenir beau, j'en ai bien l'intention. Alors, pour une fois, je n'ai pas invité un chercheur, mais une spécialiste en la matière, Miss Paris 2025. J'ai nommé Candice Gauche, diplômée du programme Grande École et du MSc International Strategy and Influence de Schema Business School. Elle est aussi consultante senior chez un membre du Big Four. C'est une journée de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Bonjour Candice. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous, merci. Mais ça va, je suis ravi de vous recevoir. Merci pour l'invitation, c'est un honneur de revenir chez Schema. 3 ans après, c'est ça ? 4 ans après ? 4 ans et demi, oui. 4 ans et demi. Parfait, mais vous êtes chez vous. Vous êtes diplômée de Schema, donc, consultante en transformation des organisations pour l'un des Big Four, PwC. Vous êtes donc promise à un brillant avenir dans l'un des secteurs les plus exigeants qui soit. Mais vous voulez devenir Miss France. Vous avez conscience que ça peut surprendre un peu ? Alors c'est marrant, ça me fait penser à la scène dans Barbie où Barbie médecin dit à l'autre Barbie mais moi j'aime être une belle plante. Non, plus sérieusement, moi j'aime avoir des projets annexes et ne pas être définie que par mon travail. Et donc j'aime le projet en entier. Donc là on se prépare, ensuite on va vivre l'expérience et l'après, qu'il soit avec une bonne nouvelle ou non. Et ça me permet de relativiser sur mon travail, de créer un réseau autre que professionnel. Et c'est une expérience de dingue. Et pourquoi Miss ? Parce que je trouve que la beauté, elle a un peu ce rôle émancipateur. Donc pour moi, c'est même pourquoi la Barbie a été créée. Donc c'était la première femme vraiment à faire rêver les petites filles. Oui, c'est vrai. Vous faites allusion à la première scène du film d'ailleurs, du film Barbie Movie, où l'on voit des petites filles jouer avec des poupées qui sont des poupons, et c'est vrai que la Barbie était la première poupée adulte. Et donc c'est vrai que Barbie, c'est quand même à une époque où les femmes sont peu émancipées, l'une des premières associations entre la beauté et le talent, justement. En 1963 sort Barbie femme d'affaires. En 1965, carrément Barbie astronaute. Vous aviez des Barbies, vous, quand vous étiez petite ? Je sais que j'avais des Barbies avec tous les accessoires. Donc, que ça soit l'équipement de maison, les voitures, le camping et bien sûr l'avion Barbie. Mais j'avais pas beaucoup de Barbie, mais j'aimais créer mes histoires de l'école à travers cette Barbie. Donc un jour, elle pouvait être vétérinaire, un autre pilote d'avion et 1001 personnages. Donc ça dépendait vraiment de ma journée et ça me posait aucun problème que cette Barbie puisse incarner autant de personnages différents. Et je pense que c'est ça, enfin c'est dès cet âge-là que j'ai vu que j'aimais toucher à tout. Et maintenant, je suis devenue un peu cette Barbie avec tous mes projets. J'ai travaillé 6 mois au JO dans une piscine. Ensuite, j'ai travaillé 6 mois dans le secteur public. Grâce au travail de consultant, ça nous permet de toucher vraiment à tout. Et pareil, quand j'étais à Schema, j'ai pu partir 6 mois à Vancouver, 6 mois à Bora Bora, sans transition. Sympa. Vraiment. Mon stage de césure était vraiment clivant. Ok, je vois que vous développiez déjà tous les talents et que vous continuez à le faire aujourd'hui. Et justement, dans le film Barbie, chaque Barbie a une fonction. Alors, il y a Barbie stéréotypée, il y a Barbie médecin, Barbie vétérinaire, comme vous le disiez. À quoi ressemblerait, selon vous, la Barbie consultante ?
Pour moi, la Barbie consultante, ce serait la working girl. Donc, physiquement, elle aurait un petit tailleur, peut-être rose poudré, un petit sac d'ordinateur, des lunettes de vue et toujours le café dans la main, mais toujours très belle avec son sourire figé et quel que soit le client ou la situation. Et pour moi, elle serait capable de tout faire, en fait. Elle saurait gérer toutes sortes de conflits, car elle a toutes les spécialités qu'elle peut incarner. Et donc, elle saurait très bien expliquer à Ken la crise économique mondiale en quelques slides. Carrément. Et elle parlerait toutes les langues. Pour moi, une Barbie, elle parle toutes les langues. Ah oui, expliquer à Ken la crise économique mondiale, c'est un vrai défi. Il s'est passé des choses qui ont peut-être un lien. Douche à l'eau froide. Je suis tombée du toit. Et mes talons touchent le sol maintenant. C'est intéressant cette idée d'adaptation parce que justement les critères des concours de beauté ont beaucoup évolué. Et les critères de la beauté aussi. Vous croyez que vous auriez participé avant que le comité Miss France ne fasse sa réforme ? Alors déjà non, parce que le plus gros bloqueur là, ça aurait été l'âge. Avant, c'était limité à 24 ans. Et maintenant, il n'y a plus de limite d'âge. Donc je pense que ça dit quelque chose sur notre compréhension de la beauté. Pour moi, on acquiert davantage de beauté en vieillissant, on prend confiance en soi, on se connaît mieux. Et on peut voir par exemple sur Victoria Beckham qui est encore plus jolie que lorsqu'elle faisait partie des Spice Girls. Donc on pourrait dire que le 40 is the new 30. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme évolution à part l'âge ? C'était quoi déjà ? Alors maintenant, c'est autorisé aux femmes pacsées, aux mères de famille, et on accepte aussi les candidates transgenres. D'ailleurs, petit fun fact, la seule candidate transgenre à avoir été qui a été première dauphine, c'était une Miss Paris, donc au comité Miss Paris en 2021. Ok. Et maintenant aussi, les tatouages sont autorisés, qu'ils soient visibles ou non. Et donc, je trouve que ça fait évoluer le concours, comme évolue la société, et que ça change notre regard sur la beauté. Par exemple, que la moyenne d'âge des candidates augmente, que Angélique Philippon, donc qui est la Miss France actuelle, est 33 ans. Donc c'est un record. Je sais qu'elle en a un peu marre qu'on dit ça, mais ça montre vraiment l'évolution de la société, que les Miss sont plus diversifiées. On a eu aussi Eve Gilles qui avait les cheveux courts, qui avait un look un peu plus androgyne. Au début, ça a fait scandale, mais maintenant, on se pose même plus la question. Ok, alors si je me faisais l'avocat du diable ou l'avocat de Ken, je ne sais pas, je me dirais que ces critères élargis, on pourrait leur reprocher de banaliser un peu Miss France, de façon à dire que la beauté peut avoir tous les visages. Mais est-ce que toute l'essence de la beauté n'est pas justement de sortir du lot, d'être exceptionnel ? Est-ce qu'on ne se rapproche pas un peu finalement de l'idée de la Barbie ordinaire dont parle le film Barbie ? Oui, je suis d'accord. Maintenant, on peut se démarquer en étant Miss avec toute autre chose que la beauté, même si ça reste un des critères. Il y a la démarche, nos poses. Il y a aussi comment on danse. Je sais que cette année, il y a eu pas mal de Miss élues qui étaient danseuses, donc forcément, ça aide à prendre la lumière, à vraiment faire de grands mouvements et à attirer l'œil. Aussi, l'élégance qui peut passer par la politesse. Je sais que le comité, en tout cas en région et aussi en national, regarde vraiment notre attitude. Donc si on dit bonjour, merci, si notre chambre est rangée, si on arrive à l'heure, si on répond vite lors des sollicitations. Et pour moi, le dernier critère différenciant, donc ça va être la question du jury lors de l'élection. Je sais qu'à Miss Île-de-France, il y a cette question et donc on va regarder si on sait tenir une interview, si on est élu, si on sait réagir aux critiques, si on a des exemples, si on a une tête bien faite de la culture. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments différenciants maintenant à ce concours. J'allais y venir. Comment est-ce que vous avez réussi à vous démarquer pour gagner Miss Paris ? C'est par le quiz de culture générale ? Ce qui revient le plus, c'est mon attitude. On m'a souvent dit que j'étais souriante, que je répondais vite aux messages et ça montrait ma disponibilité, mon envie, que je m'étais vraiment donnée à fond. Et je sais que moi, mon axe, c'était que j'essayais d'être proche des gens aussi, de montrer que la beauté était accessible, de montrer des références compréhensibles. Je sais que j'avais pris l'exemple de Lady Gaga, qui est une personnalité ultra populaire, mais et pourtant qui n'a pas un physique classique et qui fait les choses différemment. Et c'est pour ça que je l'adore. Son talent ça a été vraiment de casser les codes et de devenir belle en se démarquant, justement, comme j'ai essayé de faire. C'est intéressant, cet exemple de Lady Gaga. Est-ce que ça veut dire qu'on peut devenir beau ? Apprendre à être beau ? Ça m'intéresse particulièrement. J'ai un avis assez tranché sur la question parce que oui,
pour moi, on peut apprendre à devenir beau par le savoir-être, le savoir-vivre. Et je sais que c'est des compétences qui sont de plus en plus recherchées chez les recruteurs en ce moment et que c'est des qualités qui permettent de se distinguer et qu'on ne remplacera jamais par l'intelligence artificielle. L'Oréal, par exemple, il nous demande de belles slides pour faire passer de beaux messages, une façon particulière de s'adresser aux clients. Je sais que dans le secteur public, on avait l'habitude de vous voyez tout le monde. Chez L'Oréal, c'est plus libre. Chez PwC, pareil, on tutoie même le partenaire avec qui on est en mission. Donc, pour moi, le savoir-vivre, le savoir-être, c'est réussir à s'adapter et être un peu ce caméléon social. Vous lisez dans mes pensées, parce que c'est vrai que j'ai lu une étude du cabinet de recrutement Harry Hope qui montre que justement l'IA a renforcé l'intérêt des recruteurs pour les compétences transversales, les fameuses soft skills, et qui disait que 51% des recruteurs en font même une priorité sur l'expérience professionnelle. Parmi les soft skills, effectivement, on a la communication, on a l'intelligence émotionnelle, le leadership par exemple, dont vous parliez un peu. Mais ça passe aussi par le travail de l'apparence, non ? La politique chez PwC, par exemple, c'est Dress for your day, ça s'appelle. Donc, si on a un client en finance, on va porter la cravate. Si on était aux Jeux Olympiques, aucun consultant ne venait en jogging, mais ça n'aurait pas choqué. Okay. Et j'ai remarqué du coup que la beauté était différente selon le client avec qui on était. Donc, par exemple, chez L'Oréal, je pense que j'ai eu des compliments que je n'aurais forcément pas eu au JO ou dans le secteur public, par exemple. Le travail de l'apparence, donc que ça soit au travail, dans la vie personnelle ou chez les Miss, c'est très important. Mais je pense que la distinction, le tact, le charme, l'intelligence émotionnelle, il fait beaucoup. Et c'est aussi des qualités qu'on cherche chez un manager, mais aussi chez une Barbie. Je sais que une Barbie, elle est belle, elle est en plastique, mais ce qui lui donne ce cachet, ce charme, c'est toutes les histoires qu'on lui fait vivre ou subir, ça dépend. Mais c'est pour ça qu'on l'aime et qu'on y est attaché. C'est vrai que même le film Barbie a prévu ce personnage avec Barbie bizarre, qui est la Barbie à qui on a coupé les cheveux, qu'on a crayonné, effectivement. C'est quoi la solution ? Il faut que tu ailles dans le vrai monde. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient. Le premier, le talon. Justement, on parlait de Lady Gaga. Je m'étais renseigné que c'était votre idole. C'est vrai que Lady Gaga, elle a adopté ce personnage qui est une autre forme de Barbie, ce personnage très blond qui s'habille un peu à la Barbie. Et Lady Gaga, justement, elle a longuement évoqué le pouvoir du maquillage, parce que je crois qu'elle a créé sa propre marque de maquillage. Et elle dit, j'ai découvert le maquillage quand j'étais très jeune en regardant ma mère se maquiller dans le miroir. J'étais fasciné par sa capacité à se transformer et à devenir une femme forte. Ensuite, j'ai commencé à expérimenter le maquillage, ce qui m'a permis d'augmenter ma confiance en moi. Ça passe aussi par la mise en scène de soi et peut-être même de la beauté en général, non ? Oui, et ça me fait penser d'ailleurs à une anecdote que j'ai pu vivre quand j'étais stagiaire en hôtellerie. Je travaillais dans l'hôtellerie de luxe et là-bas, tous les gestes banals du quotidien doivent être enjolivés. On doit essayer d'anticiper les demandes du client, etc. Et ce jour-là, on avait eu un appel d'une dame qui avait son fils en pleurs car une femme de ménage avait jeté son doudou à la poubelle. Le drame. Donc là, catastrophe. Donc je fais tout mon possible pour aller chercher, pas dans les poubelles, mais je savais qu'il était mélangé avec les draps. Et dans mon élan de bonté, je me dis, on est dans un hôtel de luxe, je vais aller le faire recoudre par la nurserie. Donc moi, je pensais que la beauté du geste s'arrêtait là. Et je sais que j'étais en stage avec un garçon qui avait fait une école d'hôtellerie et il a eu l'idée géniale de prendre le doudou et de faire une séance photo donc au restaurant. Il y avait la boîte de nuit de l'hôtel, il y avait le spa, donc on avait mis nos mains comme s'il avait eu un massage. On était allé à la piscine, on lui avait mis une petite assiette de bonbons, etc. Et on avait fait un petit album et on avait rendu le doudou avec l'album du doudou en vacances, avec une petite note. Ton doudou n'était pas perdu, il était juste en vacances comme toi. Il a passé un temps formidable dans l'hôtel, regarde. Et je sais que les clients avaient adoré et que l'hôtel nous avait remerciés car ils avaient gardé des clients à vie, quoi. Ah ouais, comme avec une Barbie, vous avez orchestré la beauté en créant une histoire. Mais c'est vrai que les rares fois où j'ai eu la chance d'aller dans un hôtel de luxe comme ça, on finit par se sentir un peu spécial, se sentir beau. Et c'est sûrement parce que les hôtels comme ça arrivent à orchestrer la beauté, effectivement. C'est ça, on se tient plus droit, on est plus sûr de soi et
on se sent important, comme tu dis. La beauté, telle qu'on vient un peu de la définir, donne donc un certain pouvoir. Ce qu'on appelle le beauty privilege, l'idée que les gens perçus comme beaux bénéficieraient d'avantages sociaux ou professionnels. Est-ce que vous avez eu l'impression d'en bénéficier ? Alors effectivement, pour moi, le beauty privilege existe, mais il existe aussi comme une sorte de pression. Je sais qu'on en avait parlé pas mal avec d'autres candidates, mais lorsqu'on ne sourit pas forcément parce qu'on est fatigué, on pense à autre chose, on peut prendre ça pour de l'arrogance ou du mépris. On peut dire qu'on est hautaine, alors que pas du tout. On a juste besoin d'un peu de repos. Et donc quand j'ai mon écharpe, je sais que je me force vraiment à sourire, à être vraiment enjouée parce que j'ai pas du tout envie de refléter cette image-là. Et moi, je sais plus si j'ai très envie de devenir beau finalement. Ok. Mais du coup, finalement, est-ce que la beauté, ce n'est pas savoir s'adapter au contexte ? Est-ce que c'est être dans le ton, avoir le tact de la situation ? Est-ce que c'est pas finalement une forme d'intelligence situationnelle ? Oui, je pense que c'est une bonne conclusion. Pour moi, la beauté, c'est une sorte d'intelligence, en fait. C'est savoir s'habiller selon le contexte, savoir réagir, arriver à avoir sa place partout où l'on va. Et un peu comme Barbie, au final. Barbie, elle sait s'adapter à toutes les situations, elle sait faire tous les métiers. Donc, c'est cette association de sa beauté et de son talent qui la rendent iconique et la plus belle. Ça, c'est une super conclusion. Mais il me reste quand même une question vraiment très importante à vous poser, Candice. Vous connaissez le concept du « vous préférez » ? Oui. Est-ce que vous préférez avoir le physique de Barbie et la vie du Joker, ou le physique du Joker et la vie de Barbie ? Alors, je pense que je choisirais quand même le Joker avec la vie de Barbie. Comme ça, je pourrais vivre 1001 personnages. Et Barbie rendra beau le Joker. Super défi, comme celui de faire comprendre la crise économique à Ken. Merci beaucoup, Candice. Si Ryan Gosling a besoin que je lui la raconte, c'est avec plaisir. Merci à vous. On lui fera passer le message. Merci, Candice. Voilà, vous savez ce que pense une consultante en transformation des organisations, alias Miss Paris, du talent de la beauté. Alors je sais, la plupart d'entre vous se disent qu'ils sont déjà bien assez beaux ou qu'ils ont déjà bien assez de talent pour continuer l'enquête, pour se demander si la beauté peut effectivement être un talent. Mais si je vous disais que les personnes considérées comme attractives gagnent en moyenne 5 à 10% de plus que les personnes jugées moyennes. C'est la conclusion de 2 chercheurs très sérieux, 2 économistes du travail, Hammermesh et Biddle. Et quand je repense au nombre de poupées Barbie vendues depuis l'origine, j'ai comme une envie de les croire. Dans la famille de ceux que j'ai envie de croire, j'ajoute le philosophe écossais David Hume, connu entre autres pour cette merveille de phrase « La beauté n'est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes, elle existe seulement dans l'esprit de celui qui la contemple ». Ça vous rassure ? Moi, ça me rassure tous les matins en me regardant dans le miroir. Et pourtant, la beauté a d'abord été perçue comme une chose très objective, et même mathématique. Le nombre d'or, ça vous parle ? Si je vous dis 1,618. Non, toujours pas ? Sachez qu'on l'appelle aussi la divine proportion, rien que ça, et qu'il aurait servi à bâtir le Parthénon et à peindre la Joconde. Ça vous paraît trop précis ? Je comprends. Mais ce n'est pas si étonnant. Avant de devenir le cauchemar de tous les collégiens de la fin du XXe siècle, les mathématiques étaient avant tout la traduction d'une vision du monde. En l'occurrence, celle de l'Antiquité occidentale. Traduire ce nombre dans l'architecture ou l'art, c'était donc faire apparaître la beauté, donner forme à un idéal, à la perfection, faite pierre. En un sens, c'était donc déjà un talent. Et c'est toujours le cas de millénaires plus tard. Parce qu'un talent, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, en entreprise, c'est un individu qui détient un ensemble de compétences et de capacités distinctives difficiles à imiter, si on en croit la définition de l'économiste du travail, David Collins. Un talent est donc un individu doué de compétences rares, et le talent, c'est être capable de les mobiliser, ces compétences, de manière pertinente. Transposé dans l'univers de Barbie Movie, le talent particulier de Barbie stéréotypée, alias Margot Robbie, c'est d'être belle et d'arriver à faire en sorte que Ken, alias Ryan Gosling, la regarde. Soit dit en passant, cet effet de fascination qu'exerce Barbie sur Ken s'appelle l'effet de halo, H-A-L-O, rien à voir avec Nabila. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô ? C'est le biais cognitif qui fait que les personnes perçues comme physiquement attractives sont souvent considérées comme plus compétentes, plus intelligentes, plus sympathiques et dignes de confiance. Mais alors, mobiliser sa beauté, en dehors d'une maison de poupées, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? J'invoque le psychologue américain Howard Gardner. Il a développé la théorie des intelligences multiples.
Et il distingue 8 types d'intelligence, dont la kinesthésique. C'est l'habileté à utiliser son corps avec finesse et expressivité, à développer grâce à lui un sens esthétique et à faire passer par lui le message que l'on cherche à transmettre. Pensez à notre invitée Candice Gauche, par exemple. Dans le contexte d'un concours de Miss, la beauté devient un talent cultivable quand il s'agit de défiler ou de danser avec la coordination, la souplesse et la précision que réclame le contexte. Et par sa posture, à faire admettre au jury que c'est elle qui fait preuve du plus de charisme. À ce petit jeu, une poupée Barbie dans toute la raideur de ses articulations aurait bien du mal à faire jouer un avantage comparatif. En somme, en plus du reste, Candice est physiquement intelligente. Mais la beauté est-elle vraiment accessible à tous ? Ce n'est pas ce que dirait spontanément le sociologue français Pierre Bourdieu. Pour lui, apprendre à devenir beau, c'est avant tout intégrer les codes esthétiques socialement dominants. C'est-à-dire ce que les groupes dominants dans la société ou dans une organisation considèrent comme beau. Pour Ken, dans Barbie Movie, ce serait avoir un cheval et un faux manteau en vison. Chez Bourdieu, la beauté est même un critère de sélection implicite pour ce qui est du recrutement notamment. Elle génère ainsi une forme d'exclusion symbolique. Mais qu'à cela ne tienne, il y a d'autres façons de devenir beau. En étant un peu audacieux, on pourrait appliquer à cette ambition la théorie du praticien réflexif du pédagogue Donald Schoen. Selon lui, un professionnel, quel que soit son domaine, est capable de réfléchir sur sa propre pratique et de développer son expertise non seulement par la théorie, mais aussi par l'action, par l'observation de ses propres gestes et de ceux des autres. Si on l'applique à la beauté, elle peut s'apprendre et se travailler, notamment en observant ceux qui, selon nous, savent la créer. Vous pourriez par exemple travailler l'esthétique de votre communication, le choix de vos mots, de votre gestuelle, la clarté de vos slides. Tout cela pourrait vous aider à convaincre vos clients. Car souvenez-vous de ce qu'en disait David Hume, la beauté existe seulement dans l'esprit de celui qui la contemple. Finalement, la beauté, le talent, c'est un peu ce qui résume les invités de Make Sense, non ? Et si en plus d'être beau, vous voulez être souriant, je vous propose d'écouter un autre épisode du podcast de Schema Business School, celui que nous avons consacré à The Office. On s'y demandait si le rire était le propre du bon collaborateur. Bonne écoute!